Voilà, donc nous allons présenter, nous, les trois autres parcours, en fait, que vous connaissez. Donc, je les prends par ordre d'apparition, si je puis dire. Le parcours droit du travail et de la protection sociale, dont j'assure la direction. Il y a ensuite le parcours droit des relations de travail dans Oui, l'entreprise, bonjour. dirigé par Sébastien Tourneau. Et enfin, dernier créé sur les deux côtés droit social comparé, le parcours droit de l'emploi et des relations sociales, parcours en alternance dirigé par François Petit. Donc, je vais prendre rapidement la parole en premier, puisqu'on va commencer par le plus ancien, le parcours droit du travail et de la protection sociale, qui est un ancien DEA, suivi d'un master recherche. Donc, aujourd'hui, ce sont des parcours indifférenciés. Donc, on va aller assez rapidement sur la première année de master, pour cette simple raison que les communes, de très petites choses près, aux trois parcours. Donc, ce n'est pas là-dessus que, à mon avis, qu'il y a lieu d'insister. Donc, je vous invite à aller voir les maquettes telles qu'ils figurent sur le site de l'université pour ce qui est de la première année de master. Vous avez le droit du travail, le droit de la protection sociale, du droit social international et européen. Donc, l'idée, c'est d'avoir un tronc commun. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence selon les parcours pour ce qui est de la première année de master. Donc, la différence, elle se fait plutôt en seconde année de master. Il suffit là aussi de regarder les maquettes pour s'en rendre compte. Juste aussi pour préciser que le choix qui peut être fait entre les parcours, et je pense que mes collègues en conviendront avec moi, ce n'est pas tant au niveau des débouchés, puisque globalement, les trois parcours conduisent, peu de choses près, on va dire, au même débouché, que ce soit avocat en droit social, juriste d'entreprise, etc. Alors bien, on peut avoir quelques petites spécificités, notamment sur le parcours des TPS, puisqu'en seconde année, on garde de la protection sociale. Donc, évidemment, si vous êtes intéressé par le concours de ce qu'on appelle l'École nationale de sécurité sociale, peut-être qu'il vaut mieux aller vers ça. Mais encore, voilà, il n'y a pas d'exclusif. Donc, vous ne dites pas, si je vais dans ce parcours, je serai forcément avocat et pas dans celui-là. C'est faux et archi faux. Et encore une fois, on pourrait y revenir. Donc, moi, je pense que le choix entre les différents parcours, c'est plutôt au regard du contenu du parcours, de la manière dont aussi les enseignements sont faits. Donc, cela étant dit, alors pour parler du parcours qui m'intéresse, et après je laisserai la parole à mes collègues, pour le droit du travail et la protection sociale, donc je ne reviens pas encore une fois sur la première année de master. Pour ce qui est de la seconde année de master, donc il y a quelques caractéristiques à ce parcours droit du travail et de la protection sociale. La première caractéristique, elle est dans son intitulé même, c'est qu'en seconde année de master, on garde volontairement à la fois une tonalité droit du travail et une tonalité protection sociale. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Il y a deux cours fondamentaux en seconde année de master, un cours fondamental de droit du travail et un cours fondamental de droit de la protection sociale. Voilà, si vous détestez la protection sociale, c'est peut-être pas ce parcours qu'il faut faire, voilà, pour ce qui est des choix. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Autre caractéristique de ce parcours, c'est qu'il y a des séminaires de droit social international et de droit social de l'Union européenne. Donc des séminaires de recherche assez importants, à situer dans le prolongement du cours de DSIE de première année de master. Donc voilà, nous, on a vraiment la volonté d'axer sur travail, protection sociale, sociale internationale, sociale de l'Union européenne. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Et enfin, la troisième caractéristique, peut-être la plus importante, et qui caractérise fondamentalement ce parcours, c'est que vous êtes tenu de faire un mémoire de recherche. Voilà, ça c'est le reste de ce qu'on avait autrefois dans les DEA, les masters recherche. Donc, il n'y a pas ici d'option. Hein. C'est une obligation que de faire un mémoire de recherche. Donc, on vous donne un sujet. Vous ne choisissez pas le sujet, on vous le donne. On peut parfois discuter, mais c'est rare. Hein. Donc, vous avez une liste de sujets qui vous est proposée en début d'année par l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs qui interviennent ou pas d'ailleurs dans le master. Vous faites votre petit marché, vous choisissez un sujet et toute l'année, vous préparez votre mémoire de recherche que vous rendez en fin d'année, au début du mois de juin, et vous avez une soutenance. Donc, c'est vraiment ça qui caractérise fondamentalement ce master, parce que pour ça, autrefois, c'était un master recherche, donc c'est vraiment axé recherche. D'ailleurs, si vous regardez par rapport aux autres, ben, vous constaterez qu'il y a moins d'heures de cours dans le parcours des TPS que dans les autres cours. Pourquoi? Ben, tout simplement pour laisser la place à la recherche, à la réflexion sur ce mémoire de recherche. Vous voyez, c'est une manière particulière d'aborder le droit social qui est différente du DRTE, qui est différente du DRS. Donc, on a conservé ça. Alors oui, c'est du travail, mais voilà, c'est ultra formateur hein, que de faire un mémoire de recherche qui peut ou pas ensuite être prolongé par une thèse. Hein, voilà. Ne pas se dire aussi, on ne va en DTPS que si on veut faire une thèse après, c'est faux et archi faux.
Il y a une minorité, un, voire deux parfois par année qui font une thèse, mais c'est tout. Donc, le parcours des TPS n'est pas du tout réservé à ceux qui veulent faire une thèse en droit social. Bien au contraire, voilà, c'est une manière particulière d'aborder le droit social au travers d'un mémoire de recherche. Donc voilà pour l'essentiel. Après, toujours pareil, on essaie de laisser une place comme ça, toujours à une vision un petit peu pas théorique, mais de recherche de la matière, que ce soit au travers des exercices. Par exemple, au second semestre, il y a 2 examens écrits sur le droit du travail approfondi ou le droit de la protection sociale approfondie. Ben, François le confirmera puisqu'il fait le cours. On donne un sujet aux étudiants, 8 heures de préparation libre avec accès à la documentation possible imaginable. Vous remettez votre copie enfin, à la fin des 8 heures. L'idée ici, c'est d'arrêter avec les examens sur table de 3 heures ou 5 heures, rien qu'avec le code du travail, c'est permettre un petit peu la réflexion. Et pareil, au premier semestre, avec le professeur Tourneau, nous faisons le cours de droit du travail approfondi. Là, c'est un petit peu différent. On donne un sujet, une semaine de préparation, et vous passez à l'oral pendant un quart d'heure. Là aussi, avec libre accès à toute la documentation. Vous remarquerez au passage que voilà, nous intervenons les uns et les autres dans les différents parcours. Donc, il n'y a pas de jalousie, de concurrence entre les parcours. Nous avons voilà, des regards croisés. J'interviens en DERS, j'interviens en DRTE, François Petit intervient en DTPS, etc. Vous retrouvez vos enseignants-chercheurs et chercheurs au travers des différents parcours. Donc, voilà, nous ne sommes vraiment pas en situation de concurrence. Voilà, nous avons juste une offre un petit peu large pour aborder le droit social de différentes manières. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Un petit peu de recherche, un mémoire ou des stages, etc. Je terminerai juste et après je laisserai la parole à mes collègues en disant que voilà, moi, il n'y a pas de stage obligatoire en DTPS, mais vous pouvez toujours faire un stage en fin de DTPS, puisqu'encore une fois, l'année se termine à la fin du mois de juin, donc ça vous laisse l'été pour faire un stage le cas échéant. Vous pouvez aussi en faire en cours d'année. Voilà, il faut une certaine capacité de travail, bien sûr, mais voilà, tout est possible. Donc voilà pour le DTPS. Bon, j'espère ne rien avoir oublié. Je l'ai fait un petit peu rapidement, mais il faut quand même laisser la parole aux autres. Et on pourra y revenir, bien entendu, à l'occasion des questions, étant précisé que toutes les questions sont bonnes à prendre. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole au master, au parcours des RTE. C'est parce que c'est celui qui a été créé après. D'ailleurs, François Petit l'a très, très longtemps dirigé, plus de 20 ans, avant de créer le master, le parcours DRS. Donc voilà, Sébastien, je te donne la parole. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, le parcours droit des relations de travail dans l'entreprise qui a été créé il y a un peu plus de 25 ans dont la direction a été assurée par François Petit jusqu'en 2017, année au cours de laquelle j'ai repris la direction de ce parcours. Alors, avant de vous en dire quelques mots, je voudrais un instant revenir sur la question de l'insertion professionnelle. Le professeur Auzereau le disait, et je suis parfaitement d'accord avec lui, que nos 3 parcours mènent au même métier peu ou prou. Métier d'avocat, juriste en entreprise, en cabinet d'expert comptable, métier des RH, inspection du travail, parfois vers les syndicats et parfois même des choses un peu plus originales. Mais aussi pour vous dire, et c'est très important à mes yeux, que le taux d'insertion professionnelle à l'issue du master droit social est tout à fait excellent. C'est-à-dire qu'il est de 100% au bout de 30 mois. Vous savez qu'on mesure l'insertion professionnelle au bout de 6 mois, puis au bout de 30 mois. Et au bout de 30 mois, il y a personne qui est sur le carreau, tout le monde est inséré. Et ça, c'est quelque chose il me semble qu'il faut appuyer là-dessus pour vous. C'est quelque chose de très important. On trouve du travail avec chacun des 3 parcours, y compris celui dont vous parlez, Monsieur Augereau, à l'instant. Il ne faut pas vous faire des idées. C'est pas parce qu'on vous fait faire un mémoire de recherche que vous allez devoir faire une thèse, pas du tout. Donc ça, c'était une chose très importante que je voulais vous dire avant. Alors, à propos du master droit des relations de travail dans l'entreprise, il y a plusieurs différences avec le parcours droit du travail et de la protection sociale. Donc, en M1, c'est le tronc commun également, donc les mêmes disciplines. Puis en Master 2, c'est un master qui est davantage orienté sur le droit du travail que sur le droit social. Il y a un petit peu, mais assez peu, en fait, de droit de la protection sociale dans le Master des RTE. Ce master, il est construit autour de, je dirais, 4 grandes lignes. Première ligne, il y a des cours magistraux qui sont des cours de droit ou des cours. Il y a aussi un cours de sciences sociales du travail, mais enfin principalement des cours de droit du travail et droit du travail et droit des sociétés. Deuxième ligne, il y a sur chacun des 2 semestres des séminaires thématiques qui sont organisés.
Ces séminaires thématiques font intervenir des intervenants très variés, des enseignants-chercheurs d'université, nous intervenons tous les trois dans ces séminaires, des chercheurs du CNRS et aussi, bien sûr, des praticiens du droit, des avocats, des juristes d'entreprise, des personnes qui travaillent dans les services de ressources humaines, des personnes qui travaillent à l'administration du travail ou dans des syndicats. Donc, vous voyez, ce sont des séminaires qui sont organisés pour traiter un thème, à la fois avec des aspects théoriques et des aspects très pratiques, tout ça étant mis en cohérence par l'équipe pédagogique. Troisième ligne, le master DRTE fait une place importante aux enseignements à la clinique du droit. La participation à la clinique du droit est obligatoire, elle fait partie des unités d'enseignement du master sur différentes activités, le service d'information juridique où l'on reçoit des citoyens, l'approfondissement des cas cliniques où on retravaille des cas pour aller plus loin, la recherche en action qui est une recherche collective de terrain avec à la fois des recherches en droit mais aussi une enquête où on va rencontrer des gens, on constitue un réseau. Donc, tout ça est très étroitement intégré dans le master DRTE avec pour vocation d'essayer de vous faire développer des compétences transversales à partir de travaux qui sont tous juridiques. Et puis, la quatrième ligne de force du master DRTE, c'est l'existence d'un stage obligatoire qui est d'une durée minimum de 3 mois. Généralement, les étudiants font plutôt 4 ou 5. À la fin de l'année, un stage qui se déroule à peu près dans les mêmes métiers que ceux vers lesquels vous pouvez vous orienter après le master, c'est-à-dire essentiellement des cabinets d'avocats, des cabinets d'expertise comptable, des entreprises, soit sur le plan juridique, soit sur le plan un peu plus RH. Donc voilà comment se construit le parcours DRTE. Un mot peut-être sur la sélection à l'entrée dans le parcours DRTE. Les étudiants qui rentrent dans le parcours DRTE sont généralement des étudiants qui ont obtenu une licence en droit ou une licence AES. Ce qui est important pour moi, mais je crois pour mes collègues aussi, c'est le niveau académique, c'est-à-dire qu'il faut avoir bien réussi sa 2e année et sa 3e année. Même si au moment de remplir votre dossier, vous n'aurez pas encore vos notes de second semestre, nous les aurons au moment de la sélection. Donc, nous pourrons avoir un regard global sur les résultats de votre L3. Et nous sommes aussi attentifs au fait que vous ayez suivi des cours de droit du travail. Si possible, c'est encore mieux avec des travaux dirigés pour ne pas avoir de retard parce que, évidemment, dès le M1, on commence vraiment à se spécialiser. Donc, vous avez besoin d'avoir des bases en droit du travail pour pouvoir prospérer dans cette mention. Voilà, vous pouvez dans votre dossier mettre d'autres éléments si vous le souhaitez, mais j'insiste sur le fait que pour nous, ce sont vraiment les résultats académiques qui sont les plus importants. Comme le professeur Osereau, je répondrai avec plaisir à vos questions tout à l'heure lorsque nous aurons terminé nos présentations. Et donc, je vais passer la parole à François Petit qui a créé le petit dernier, le Master droit de l'emploi et des relations sociales. Et donc, je laisse vous en parler. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je suis content que vous soyez là parce que là, je vois qu'on est plus d'une 50aine branchés ensemble, donc c'est une très bonne chose. Alors, bon, ce que je vais vous dire sur le master droit de l'emploi et des relations sociales, oui, c'est le petit dernier, et pourtant je suis le plus vieux des trois. C'est que c'est à peu près la même chose. Donc, je ne vais pas vous raconter grand-chose de différent. Ce que je peux dire sur l'ensemble des masters, c'est que d'abord, on travaille tous ensemble. On a des relations excellentes, amicales, entre directeurs de master et entre enseignants, puisque tous les enseignants interviennent dans pratiquement tous les autres masters indifféremment. Donc, moi, j'interviens dans le master de Gilles Osereau, j'interviens dans le master de Sébastien Tourneau, et inversement, et puis il y a plein d'autres enseignants. Ce que je peux dire aussi à propos de l'équipe enseignante en droit social dans ces masters, c'est qu'elle est vraiment très forte. Mes collègues ne se vantent pas, mais moi je peux parler pour eux. Vous avez avec Gilles Osereau, Sébastien Tourneau, mais aussi Christophe Radet et plein d'autres. Jérôme Porta, Alexandre Charbonneau, Mireille Poirier, Valérie Lacoste, je dois en oublier. Vous avez là une équipe de professeurs qui sont très savants, qui écrivent beaucoup, qui sont capables d'innovation pédagogique. Et je pense que pour le droit social, la faculté de droit de Bordeaux ne peut rien envier aux grandes facultés parisiennes. Je le dis vraiment très sincèrement, d'autant que nous avons aussi un centre de recherche qui est très puissant, avec bien sûr les anciens chercheurs que vous connaissez, les enseignants que vous connaissez, mais aussi des chercheurs CNRS
des ingénieurs, CNRS, une équipe très forte, ce qui fait que le droit social à Bordeaux, c'est vraiment important sur le plan national, vraiment. Ce que je peux vous dire aussi, c'est toujours, en ce qui concerne les masters de droit social, c'est que d'abord, on s'éclate. Nos étudiants s'éclatent. Ils aiment beaucoup la matière, ils aiment ça. Le droit du travail, le droit de la protection sociale, c'est vraiment passionnant. Et en plus, il y a du travail en sortant du diplôme. Les entreprises recrutent, les cabinets d'avocats recrutent, les cabinets comptables recrutent, y compris dans la région. Donc, il y a vraiment des possibilités. Il y a des possibilités de carrière aussi, parce que nous avons des anciens étudiants qui ont des postes à responsabilité, des postes de directeur juridique, des postes de directeur des ressources humaines, qui, je pense, les satisfont, après avoir fait toute leur carrière dans la région, parfois avec une petite incursion à Paris pour revenir couvert de gloire ici à Bordeaux, mais ça fonctionne. Et puis, il y a une autre chose importante, c'est que si ce qui vous intéresse, c'est d'être utile en tant que juriste pendant toute votre vie, eh bien, le droit social vous le permettra certainement parce que on est réellement utile, pour le dire autrement, dans des termes un peu plus compassés, un peu plus classiques. Si vous voulez exprimer vos qualités de dévouement, de relations humaines avec des vrais gens, des vraies personnes qui sont en relation avec vous chaque jour. Le droit social, c'est certainement une très très bonne voie et je pense que mes collègues ne démentiront pas parce que s'ils ont choisi cette voie-là, alors qu'ils avaient manifestement la possibilité de s'orienter vers d'autres voies sans aucun problème vu leurs résultats universitaires, que je connais moi parce que je suis plus vieux qu'eux, eh bien, c'est certainement parce qu'ils avaient l'intention d'être utiles et de s'intéresser à cette matière qui est proprement passionnante et qu'on découvre chaque jour. Pour le master droit de l'emploi et des relations sociales, je dirais, pour le master 1, c'est pareil. C'est pareil que les autres, c'est les mêmes cours, c'est les mêmes options, vous faites la même chose. Et les questions, s'agissant de la sélection, c'est la même chose. C'est les mêmes critères. On vient d'ailleurs de les confirmer la semaine dernière à la scolarité. On est tous les trois, on est parfaitement harmonisés. C'est la même chose. En revanche, en deuxième année, en droit de l'emploi et des relations sociales, vous êtes en entreprise. C'est une formation en alternance, en deuxième année, en master 2. Donc là, ça signifie que vous rentrez en entreprise, que vous vous trouvez, que vous choisissez aussi un peu, et puis l'entreprise vous choisit, parce que c'est important d'être d'accord et d'être motivé. Et vous avez un employeur, et vous êtes salarié, vous êtes alternant, vous êtes en formation professionnelle, vous êtes plus exactement stagiaire de la formation professionnelle, on vous verse une rémunération tous les mois pendant un contrat qui dure en principe 1 an. Une petite dérogation, on peut faire un petit peu plus, 1 mois de moins, 1 mois de plus ou 2 mois de plus. Mais en gros, c'est 1 an en entreprise. Et donc, vous suivez les cours en même temps que vous travaillez en entreprise. C'est plus pratique. Disons, c'est pas seulement de la technique. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans l'entreprise, vous êtes en action et vous apprenez en entreprise avec un tuteur qui vous suit. Et vous apprenez aussi à l'université puisque vous avez des cours. Voilà. Et il n'y a pas de mémoire. Il y a un petit rapport d'activité à la fin de l'année parce qu'on se respecte. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec le travail de mémoire. Pour le taux d'insertion, il est très bon puisqu'on a 100% d'insertion. Et aussi, on a, je crois d'ailleurs dans les autres masters, c'est la même chose, on a 100% de réussite à la fin de la deuxième année. Voilà. Merci beaucoup François. Oui, moi, je n'ai pas évoqué tout à l'heure les conditions d'admission en DTPS, mais voilà, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, ce sont exactement les mêmes que celles que vous a présentées Sébastien Tourneau tout à l'heure. Donc, moi, c'est le parcours académique qui m'intéresse fondamentalement, les notes, etc., plutôt en droit du travail. Voilà. Le fait d'avoir fait un stage, c'est bien, mais moi, je le relativise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un stage ne rattrapera jamais un mauvais dossier académique. Voilà, donc, encore une fois, insister aussi, on a des débouchés, on a des bons taux d'insertion ailleurs que dans l'alternance, parce que certains, chaque année, ont cette crainte-là. Si je ne vais pas dans le master en alternance, je n'aurai pas de métier. C'est faux et archi faux. Regardez encore une fois les statistiques. Alors, oui, c'est peut-être un petit peu plus long parce que là, oui, forcément, vous avez un pied dans l'entreprise, mais pas que. Certains ne restent pas en entreprise. Donc, sortez-vous cette idée de la tête que
on a de l'insertion que dans le master en alternance, dans le parcours en alternance, c'est faux et archi faux. Voilà, je tenais à le dire. Donc, sauf à ce que mes collègues veuillent compléter, nous vous donnons maintenant la parole. Donc, voilà, vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent par la tête. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions. Nous sommes là pour y répondre. Alors, première question. Bonjour, quelles sont les matières à TD ainsi que les matières étudiées de manière générale durant le M1? Bon, encore une fois, vous pouvez aller voir la maquette, hein, vous aurez les renseignements. Sauf à me tromper, droit du travail, droit de la protection sociale, des SIE également qui peut être choisi en TD. Enfin, voilà, allez voir les maquettes. Ce n'est pas complètement enfermé. Hein, vous avez un petit choix, mais disons, c'est un choix orienté pour ce qui est des matières à TD. Vous ne pouvez pas faire procédure civile en TD, en master de droit social. Mais on vous a fait une petite ouverture là-dessus. Donc, voilà, là aussi, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire plus tard. Je répète, si vous voulez, je prends cet exemple-là, si vous voulez faire l'École nationale de sécurité sociale, il vaut mieux avoir fait de la protection sociale en travaux dirigés. Si votre objectif, c'est de rentrer au Bureau international du travail, il faut peut-être mieux avoir fait des SIE en travaux dirigés, etc. Donc, voilà, vous dessinez encore une fois vos choix. J'insiste, ils sont limités pour ce qui est des matières à TD, mais vous pouvez les dessiner en fonction du futur. Alors, concernant la nouvelle plateforme, comment vont se passer les demandes de master? Nous pourrons désormais demander 3 ou 4 masters de droit social à Bordeaux. Alors oui, c'est-à-dire que là, vous pouvez carrément demander tous les parcours, puisque dans mon souvenir, les limites se font au regard des masters, pas des parcours. Donc, oui, vous pouvez demander les 4 parcours de droit social de Bordeaux. Donc, à vous de voir, hein, évidemment. Alors, pour nous, ça va nous compliquer un petit peu la tâche. On ne cache pas les... Pour une fois, si Sébastien ou François vous voulez compléter, n'hésitez pas. Bonjour, prenez-vous en compte le fait qu'on a dû travailler pendant la licence pour pouvoir financer ces études? Enfin, moi, je vais m'exprimer à titre personnel. Oui et non, j'ai envie de dire. Vous avez une lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, ça peut être l'occasion justement d'évoquer ces questions-là. Après, dire qu'on le prend en compte, moi, à titre personnel, oui et non, quoi. Oui, je veux bien dire un mot sur ça, Gilles. Je dirais que c'est pour moi un peu la même chose que ce que le professeur Auzereau vous a dit à propos des stages. C'est-à-dire que d'avoir travaillé pendant ces études, ça peut être effectivement un élément qui, pour nous, est intéressant, mais à condition que vos résultats académiques soient convenables. Ça rattrapera jamais un mauvais dossier académique que d'avoir travaillé pendant ces études. Merci, Sébastien. Alors après, bon, là, il y a les questions habituelles. Le redoublement sont-ils rédhibitoires si notre LTOA est excellente? Une mauvaise note à l'examen en droit du travail au premier semestre est-elle préjudiciable? La réponse est non. Voilà, nous regardons le dossier dans l'ensemble de la première à la troisième année. C'est arrivé à tout le monde d'avoir un accident sur une matière, sur une année, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Enfin, pour une fois, je m'exprime à titre personnel, mais mes collègues le confirmeront. Ce n'est pas parce qu'on a redoublé qu'on est un mauvais étudiant. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement. Donc voilà, ce n'est pas du tout le problème. J'ai eu 6 sur 20 en droit du travail au premier semestre. Ça peut arriver. On n'était pas en forme ce jour-là, on était malade, on n'avait pas compris, on a fait un mauvais choix de sujet. Voilà, si par ailleurs c'est bon, donc vraiment, on regarde une vision globale. Hein. Et pareil, je ne sais pas si j'ai la question, mais on peut tout à fait aussi, alors Sébastien Adric, on prenait plutôt des gens qui avaient fait une L3 à droit, on peut prendre des gens qui viennent d'ailleurs que la L3 droit, AES par exemple, comme on peut prendre aussi des gens qui n'ont jamais fait de droit social. Si le dossier est par ailleurs excellent, si on a la conviction que vous êtes un bon étudiant, le fait que vous n'ayez pas pu faire de droit du travail parce que vous venez d'une université où il n'y avait pas de droit du travail, ou vous ne l'avez pas, ce n'est pas rédhibitoire. Voilà, on regarde vraiment le dossier dans sa globalité. Pour l'année de césure, moi, ça ne me pose pas de problème. Hein, faire une année de césure, voilà, ça fera aussi partie de la lettre de motivation, pourquoi vous avez fait une césure, etc. Ouais, ça peut faire partie d'un parcours. On est attentif aussi au parcours que vous choisissez, personnel, etc. Donc, aucun problème, comme le fait de partir à l'étranger ne constitue pas non plus un problème. On est ouvert, hein, il n'y a pas de souci. Exigence particulière quant aux lettres de motivation, alors ça, vous le verrez aussi sur la plateforme. Nous, on veut que vous présentiez un petit peu votre parcours professionnel. Voilà. Pourquoi vous voulez faire du droit social après, vous pouvez aussi être tout à fait franc, dire moi, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées, mais voilà, l'idée, c'est d'insister un petit peu sur le parcours professionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? Inspecteur du travail, professeur des universités, j'en sais rien, avocat en droit social. Voilà, ça fait partie, une lettre de motivation, quoi.
Ouais, l'idée, c'est que la lettre de motivation, nous, on aime bien quand on n'a pas l'impression que c'est 45 fois la même qui a été photocopiée pour tous les masters de France et de Navarre, quoi. Que ce soit en droit patrimonial de la famille, en droit social ou en droit fiscal des affaires. C'est bien. Voilà, une lettre de motivation, c'est ça. Pardon, mais c'est très important ce que dit à nouveau le professeur Rosereau, c'est-à-dire, enfin, ne prenez pas un modèle de lettre de motivation sur Internet que vous essayez de mettre votre sauce. Non, enfin, pour notre part, on n'attend pas une lettre de motivation qui soit longue, mais qui vienne vraiment de vous. Dites-nous vraiment ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle? C'est ça qui nous intéresse. C'est à ça qu'on voit si vous êtes vraiment motivé, si vous avez réfléchi. Si vous avez fait une demande pour les 15 mentions de droit, droit pénal, droit des affaires, droit civil, et que vous nous expliquez que vous voulez être huissier de justice dans votre lettre de motivation, pour nous, ça n'a aucun sens. Donc, expliquez-nous pourquoi ça a un intérêt pour vous de venir en master droit social. Oui, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, je suis d'accord pour une lettre de motivation relativement courte. Je crois que ce qui compte, c'est qu'elle fasse apparaître un projet cohérent. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que vous avez le droit de changer d'avis. On ne va pas vous demander un an après, ah oui, mais vous vouliez devenir avocat en droit social, puis finalement, vous avez changé d'avis, vous voulez rentrer en entreprise et devenir juriste d'entreprise. Ce n'est pas le problème. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on comprenne à la lecture de votre lettre de motivation que vous avez réfléchi et que vous vous êtes un peu renseigné. Et que finalement, vous avez un projet qui tient la route, mais on a tous des projets, on en a des dizaines, et puis parfois, il y en a qui aboutissent, d'autres pas, c'est normal. Et s'agissant de sa propre vie, surtout quand on n'est pas seul à décider, il est tout à fait normal de modifier, et puis il y a des choses qui peuvent se passer en cours de scolarité et qui peuvent vous faire changer d'avis, vous attirer davantage dans un sens ou dans l'autre. Sur la sélection en général, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à l'instant par M. Osereau et M. Tourneau. J'ajouterai une chose, c'est que on n'est pas complètement abruti dans la sélection et on aime bien nos étudiants de Bordeaux. Donc, faites-nous confiance un peu. On fait des listes d'attente qui sont assez longues et comme par hasard, moi, tous les ans, je fais des listes d'attente. Comme par hasard, il n'y a pratiquement que des étudiants bordelais dessus, ou du moins, il y en a beaucoup. Sachez qu'on est obligé de sélectionner et qu'on n'a que 25 places dans chaque master, donc c'est quand même assez réduit. On reçoit parfois beaucoup de candidatures, mais on regarde d'où viennent les gens. Ce qui est sûr, c'est que, je suis désolé, je me répète, je m'excuse auprès de mes collègues parce qu'ils ont entendu ce laïus des dizaines de fois au fil des années, mais ce qui se passe, c'est que vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire je ne te prends pas à un étudiant qui vient d'une autre université qui a d'excellentes notes. Vous êtes bien d'accord? On ne peut pas lui dire non, toi, tu es nul, tu n'as que 15 de moyenne, tu es de Paris 2 ou de Paris 1. On ne te prend pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, on va le prendre. Sauf que ce gars-là, il va se désister. Il a fait une candidature à Bordeaux par sécurité. Il se désistera parce qu'il sera pris dans sa fac d'origine. À moins vraiment, mais c'est très exceptionnel qu'il déménage avec sa famille, enfin, j'en sais rien. Mais bon, celui-là, il va laisser une place libre et la liste, elle avance. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas trop paniquer. Si vous avez des résultats corrects et que vraiment ça vous intéresse, ça va marcher, je pense. Pour la question suivante, puisque j'ai la parole, je continue. Est-ce que pour être tenu en Master 1, il faut avoir le droit social, il faut avoir fait le droit du travail en TD en L3? Oui, je pense que c'est préférable, mais moi, chaque année, je prends des étudiants qui ont des bons résultats ou qui ont changé de TD, qui n'ont pas pris le droit du travail au premier semestre, puis qui l'ont pris au second parce que ça les a intéressés. Enfin, tout est possible. Ce qui compte, c'est qu'on sait qu'on va vous apporter quelque chose. On a, je sais pas, 350 heures de cours en M1 et autant en M2. Donc, sur la masse d'heures d'enseignement, on prétend quand même vous apporter des choses et des connaissances. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas suivi 20 séances de TD d'une heure et demie en troisième année que vous êtes nul et qu'on ne vous veut pas. Ça n'a pas de sens. Non, ce qu'on veut, c'est des étudiants intéressants qui sont capables de montrer qu'ils réussissent, qu'ils travaillent, et que si vous avez pris d'autres TD, que vous y avez réussi, vous avez eu des bonnes notes. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe aux sélections. Les lettres de recommandation,
Oui, les lettres de recommandation, moi, j'en tiens pas compte. Ça fait des décennies que j'en reçois. Ça doit faire plus de 25 ans que j'en reçois. Et j'en reçois encore moins maintenant, parce que la mode a un petit peu passé. Ça fait un peu copinage, ça fait un peu ridicule parfois. Donc, bon, je vois que j'en reçois moins. Mais c'est vrai que je reçois des lettres de tout, de députés, d'ambassadeurs, enfin, mes collègues aussi. C'est incroyable de voir ça. Et donc, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Comment je peux imaginer que l'ambassadeur d'Australie au Cameroun soit compétent pour me recommander un étudiant? Moi, je regarde les notes, je regarde le dossier académique, parce que je fais davantage confiance à mes collègues de première, deuxième et troisième année pour me dire si, au vu des notes, si si l'étudiant a de la valeur, peut m'intéresser. Donc ça, c'est... Alors, s'il y en a dans le dossier, c'est pas pour ça qu'on va vous sanctionner et écarter votre candidature, mais c'est simplement qu'on n'en tient pas compte. Et me semble-t-il, sur la plateforme, mais là, peut-être Sébastien Tourneau pourrait nous le préciser, il me semble même que on a souhaité que ces lettres de recommandation ne soient plus téléchargeables. Enfin, je me trompe peut-être. Je confirme, a priori, vous ne pourrez plus déposer de lettre de recommandation. Ce qui est une bonne chose parce que, enfin, il faut aussi comprendre qu'il y a une vraie différence culturelle. Si vous allez au Québec, par exemple, et que vous postulez pour entrer dans une université québécoise, si vous n'avez pas de lettre de recommandation, vous n'y entrerez pas. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que aussi, les lettres de recommandation au Québec, pour en avoir une, c'est compliqué. Si vous allez demander à quelqu'un de vous faire une lettre de recommandation, vous avez intérêt à avoir sacrément brillé pour qu'il vous le fasse. Alors que chez nous, on attribue des lettres de recommandation un peu, même parfois sans connaître très bien les gens. Je pense effectivement au cas que donne François d'un ambassadeur ou d'un député, mais même de vous charger de t'aider si vous allez les voir et que vous leur demandez une lettre de recommandation, ils vous la feront. Donc, ça a peu de sens dans notre culture, je crois, ce système de lettre de recommandation. Il y a une question pour toi, Sébastien. Est-ce que le master DRTE offre la possibilité de poursuivre un doctorat? Alors, je pourrais y répondre, mais je te laisse répondre. Alors, tu compléteras si tu veux bien, Gilles. Sur un plan administratif et juridique, la réponse est oui. On peut faire un doctorat après un DRTE. Sur le plan pédagogique, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que faire un doctorat, être capable de faire un doctorat, dit être capable de mener une recherche. Et qu'on évalue généralement la capacité d'un candidat au doctorat à mener une recherche à la qualité de son mémoire de recherche. Or, en master DRTE, il n'y a pas de mémoire de recherche. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. Peut-être que ça arrivera un jour. Jusqu'à présent, le cas ne s'est jamais présenté. Juridiquement, c'est tout à fait possible. Je dirais que ça n'est pas la voie privilégiée. Si vous voulez faire un doctorat, il faut vraiment plutôt vous tourner vers le master des TPS qui prépare mieux, je pense, le doctorat. Je te laisse compléter, Gilles. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est juste aussi s'engager dans un doctorat, on ne s'engage pas à la légère. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Mais l'idée, c'est de savoir vers quoi on se dirige. Donc, si on ne sait pas tester, si je puis dire, pour savoir si on a une appétence sur la recherche, parce que un vrai doctorat, entre guillemets, c'est au moins 3 ans. Hein. Je dis ça pour ceux qui pensent qu'on peut faire une thèse pour intégrer directement l'école des avocats avec une thèse de 6 mois. Ce n'est pas chez nous que vous trouverez ça, quoi, très clairement. Nous, on fait faire des thèses, voilà, des vraies thèses, encore une fois, et pas des thèses excuses pour aller à l'école des avocats. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va plutôt chercher du côté du DTPS, d'une part parce que pédagogiquement, comme a dit Sébastien Tourneau, c'est plus formateur, mais aussi, et moi j'insiste toujours là-dessus, parce que je veux que celui qui commence un doctorat ait d'abord réfléchi mûrement à ce qu'il voulait faire. Surtout si on est financé, parce que le financement, il y a en général au moins un financement chaque année pour faire une thèse, c'est-à-dire que pendant 3 ans, vous êtes payé entre guillemets pour faire de la recherche. Il faut avoir à l'esprit que quand on a comme ça ce type de financement, lorsqu'on arrête au bout de 3 mois, le financement il est perdu. Donc voilà, il faut un petit peu réfléchir. Donc, mais voilà, et c'est vrai qu'administrativement, et d'ailleurs vous-même, hein, au sortir d'un DRTE ou d'un DERS ou de n'importe quel autre master, vous pouvez vous inscrire pour faire une thèse. Voilà, il faut trouver un directeur de thèse, un sujet. Et c'est pour ça donc on reste plutôt sur le DTPS. Alors, il y avait une petite question que j'ai vue avec peut-on postuler à votre master avec une licence obtenue à l'étranger? Oui, il n'y a pas de problème là encore. Hein. Et d'ailleurs, même généralement, dans les masters, alors ça ne rentre pas dans la même sélection que vous, mais on regarde aussi des diplômes obtenus exclusivement à l'étranger. Donc voilà, moi j'en ai eu cette année 2 en master 1 dans le parcours, etc. Sur ce point, peut-être, Gilles, par association d'idées, il nous est régulièrement demandé quid des candidatures d'étudiants qui reviennent d'Erasmus
Pour nous, c'est un vrai plus d'avoir fait un Erasmus. Alors, c'est toujours sous les mêmes conditions, il faut avoir des résultats académiques convenables. Mais en revanche, d'avoir fait une année en Erasmus, ça donne de la maturité, ça donne une ouverture d'esprit, ça donne plein de choses qui sont très intéressantes pour un futur professionnel du droit social. Y a-t-il d'autres questions, y compris à l'oral, hein, on peut aussi, Oui, vous êtes très timide quand même, avec toutes les caméras éteintes et personne qui pose sa question à l'oral. Une question pour François Petit. Oui, sur le rythme de l'alternance. Oui. Alors, on a des cours le jeudi et le vendredi. Le reste du temps, vous êtes en entreprise. Mais ça n'arrive pas toutes les semaines. Ça n'arrive pas toutes les semaines parce que d'abord, il y a des vacances universitaires. Or, si vous faites le compte des suspensions de cours sur l'année du 1er janvier au 31 décembre, vous apercevrez que ça fait plus de 5 semaines. Et si vous êtes en entreprise, en alternant, vous avez en principe 5 semaines de congés payés, sauf si votre entreprise vous en accorde davantage, parce qu'il y a une convention collective, un accord collectif qui le prévoit, par exemple. Donc, pendant les suspensions de cours, pendant ce qu'on appelle les vacances universitaires, vous êtes en entreprise, vous travaillez, et vous avez droit à vos congés payés comme les autres. Enfin, mieux que les autres d'ailleurs, parce que les autres salariés, eux, il faut qu'ils cumulent des congés payés pendant une année pour pouvoir les prendre l'année suivante. Vous pouvez les prendre tout de suite, immédiatement, parce que vous êtes alternant. Vous avez un régime plus favorable. Si vous m'envoyez un email, je pourrais vous envoyer un exemple de tableau de planning pour l'année. Vous voyez le nombre de jours pour lesquels des cours sont prévus. Voilà, mais la règle, c'est ça. Vous êtes tout le temps en entreprise, sauf 5 semaines de congés payés, sauf, disons, en moyenne, sur l'année, ça fait à peu près 6 à 7 jours par mois de cours. Pas davantage. Merci. Autre question? Vous êtes tous pleinement renseignés. Alors après, évidemment, hein, pour des questions plus particulières, pour chaque parcours, vous pouvez nous écrire à notre adresse institutionnelle. On répond dès lors que le mail ne commence pas par bonjour. Alors moi, je ne réponds pas au mail qui commence par bonjour. Voilà, c'est monsieur, voire monsieur le professeur, c'est pas mal, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, enfin, une plaisanterie, mais ce n'est pas une plaisanterie. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des interrogations plus particulières sur notre adresse institutionnelle, vous la connaissez, hein, c'est le prénom.nom avec @u-bordeaux.fr, etc. Enfin, vous trouvez ça sur le site. Donc, on répond bien volontiers à toutes les questions. Ça a déjà été le cas. Moi, j'ai déjà eu des questions dès à présent, notamment. Oui, enfin, là, il n'est pas là, mais quelqu'un qui était en activité professionnelle, qui avait eu sa licence il y a très, très longtemps. Est-ce que je peux intégrer le master? Ben oui. Ben oui, là aussi, il n'y a pas. Parce qu'on a eu sa licence il y a 15 ans, on a fait entre-temps plein de choses. Au contraire, en plus, là, il avait un parcours intéressant. Ce sont des parcours de vie aussi. On regarde, on est vraiment attentif à tous les dossiers, tous les profils, etc. Ayez bien ça à l'esprit, ça nous prend du temps, j'aime autant vous dire, parce que je crois que les professeurs et enseignants-chercheurs ne font rien. Ça veut dire qu'on passe du temps sur les dossiers, voilà, parce qu'on les regarde dans le détail. C'est pour ça que rien n'est rédhibitoire, une mauvaise note ici, un redoublement là, parce qu'on regarde vraiment l'ensemble du dossier, les lettres de motivation, etc. D'autres questions? Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, professeur. Moi, ma préoccupation, c'est concernant, comme vous l'avez dit, une personne qui a étudié à l'étranger. Moi, j'ai étudié en Côte d'Ivoire. J'ai déjà eu ma licence là-bas. Et bon, je n'ai pas eu d'admission pour le master ici directement, donc je suis revenu ici pour venir pour revenir reprendre la licence. Et moi, pour mon cas, si je peut-être parce que généralement, pour les sélections, on se base plus sur les moyens du premier semestre. Et si je n'ai pas validé toutes les matières du premier semestre, est-ce que ça peut poser un problème de soumettre mon dossier avec la licence que j'ai validée dans mon pays? Non, non, encore une fois, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème. On regarde tous les dossiers de manière attentive. Donc, même si vous n'avez pas validé certaines matières, ben voilà,
Et j'ajoute, parce que c'est important, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais une sélection, elle est toujours relative. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'on sélectionne des dossiers par rapport à d'autres. Donc, la qualité d'une année à l'autre, elle peut un petit peu varier. Donc, parfois, certaines années, le dernier est pris à 11 de moyenne, parfois à 12, etc. Tout dépend de l'ensemble des dossiers qui nous sont offerts. Donc, pour ça, vous êtes difficilement juge de votre propre dossier, dans une certaine mesure, on va dire, puisqu'un dossier est toujours apprécié au regard des autres. Alors, évidemment, hein, si vous avez une mention très bien chaque année avec 20 sur 20 de moyenne dans toutes les matières, là, vous êtes à peu près tranquille. Après, au-delà de ça, voilà. Donc, pour vous répondre plus directement à votre question, non. Encore une fois, voilà, rien n'est rédhibitoire. On regardera votre dossier dans le détail, des notes, des parcours, des moyennes. C'est pareil, c'est pas parce qu'on n'a pas eu mention chaque année qu'on n'est pas pris. Voilà, sortez-vous tous ces schémas-là, toutes ces légendes urbaines de la tête. Chaque directeur de parcours, pour ce qui est de la mention droit social, examine très attentivement chacun des dossiers qui lui est transmis. Avec à la clé, encore une fois, j'insiste, du temps. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, ma deuxième... Allô? Oui, allez-y, allez-y. Oui, maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est par rapport... J'ai entendu dire que je souhaite savoir si le droit des relations et du travail est une alternance ou bien toutes les trois formations sont en alternance, c'est-à-dire le droit des relations de travail dans l'entreprise, droit du travail, des protections sociales, droit de l'emploi et des relations sociales. Sébastien, tu veux répondre? Dans le Master 2, droit des relations de travail dans l'entreprise, n'est pas un master en alternance. C'est un master plutôt conçu pour la formation initiale avec un stage obligatoire de 3 à 5 mois. Théoriquement, il est possible d'admettre un étudiant alternant dans le master DRTE. La difficulté, c'est que l'agenda, le programme des cours n'est pas approprié à une alternance. Les horaires de cours changent chaque semaine et donc c'est assez difficile à articuler avec un emploi. En revanche, je pense que François Petit aura plus de choses à vous dire sur ce sujet. Oh, pas grand-chose à part confirmer que le master droit de l'emploi et des relations sociales est un master 2 en alternance. Le master 1 n'est pas en alternance. Vous êtes comme les autres étudiants en formation initiale. Ensuite, quand vous passez en deuxième année, vous êtes en alternance, entreprise, faculté. Voilà comment ça marche. Et juste pour prolonger ce que dit François Petit, c'est que le Master 2 DERS est obligatoirement en alternance. Voilà, c'est ça qui est important de souligner. Alors, ça ne veut pas dire, François pourra compléter, que vous devez avoir trouvé votre alternance à l'entrée du M1. Vous pouvez la trouver en cours de M1. Mais il faut avoir à l'esprit que vous ne serez pas dans le M2 DERS si vous n'avez pas d'alternance. Et juste pour le DTPS, ce n'est pas, enfin, on peut là aussi, comme disait Sébastien Tourneau, ce n'est pas réservé à la formation initiale, et c'est très très compliqué que d'y faire une alternance. Oui, je confirme. Effectivement, il faut trouver une entreprise qui vous recrute pour entrer en Master 2, droit de l'emploi et des relations sociales, en alternance. Sinon, ce n'est pas possible, puisque c'est un master en alternance, dédié à l'alternance. Donc, si vous n'avez pas d'entreprise, évidemment, vous ne pouvez pas le faire. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de problème. Je crois que nous sommes à la 7e promotion, 6e promotion. Tous les étudiants de Master 1 qui ont réussi leur Master 1 et qui sont passés en Master 2 DERS ont trouvé une entreprise, ont fait leur alternance jusqu'à la fin de l'année. Alors, on vous aide en cours de Master 1. On vous aide, on fait des réunions, on vous envoie un fichier d'entreprise entre lesquels vous pouvez candidater. Alors, nous sommes à l'université, nous ne sommes pas une école de commerce, c'est la fac de droit ici, donc on a des petits moyens et évidemment, on ne peut pas vous dire qu'on a des contrats avec des entreprises qui sont obligées de nous prendre des alternants ou qu'on a un service très fourni, très performant avec plein de gens qui travaillent pour vous trouver des entreprises qui vous recrutent. Mais quand même, on le fait. On revoit vos CV, on les corrige, on les améliore ensemble. Avec certains étudiants, chaque année, j'ai parfois 2, 3, 4 retours de mails avec des discussions sur comment présenter, attention à ce terme. Parfois même, on vous conseille de faire plusieurs CV à destination d'entreprises différentes. Par exemple, le CV peut être différent quand on se présente comme juriste des ressources humaines dans une entreprise
et il peut être un petit peu différent en insistant sur certains points si on veut être juriste en cabinet avocat. Ça peut être, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, on vous accompagne. Vous avez la charge de trouver une entreprise. Ce n'est pas l'université qui en a la charge, elle n'est pas responsable de ça, mais on vous aide quand même à le faire et pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. Je veux bien répondre à la question qui est posée dans le chat, si ça vous convient, messieurs. Si on passe au rattrapage, a-t-on une chance d'être en liste d'attente ou d'être pris en master? Alors, la réponse est non, mais pour des raisons bien particulières. La première raison, c'est qu'au moment où votre dossier va être déposé sur la plateforme Mon Master, nous aurons les notes de L3, nous aurons en toute fin de procédure, juste avant la fin de la sélection, vos notes du second semestre de L3. Mais ensuite, nous devrons rendre des résultats et nous devrons les rendre bien avant que vous ayez passé votre deuxième session de rattrapage. Donc, nous ne pourrons pas nous appuyer sur les notes de la session de rattrapage pour vous sélectionner. Il y a une deuxième raison qui est un peu plus pragmatique, qui est que autrefois, ça ne se passait pas comme ça. On faisait la sélection un peu plus tard et donc on avait les notes de rattrapage. Et qu'en réalité, comme l'a dit le professeur Rosereau, la sélection étant relative, il y avait suffisamment d'étudiants qui avaient des meilleurs résultats que ceux qui étaient passés au rattrapage. Et donc, finalement, il n'y avait plus de place pour accepter des étudiants qui allaient au rattrapage. Donc, la réponse, c'est que par la force des choses, il est rare, voire cela n'arrive quasiment jamais, un étudiant qui aille au rattrapage puisse être admis en master. Mais ce n'est pas spécifique au master droit social. Hein, là. Je pense que la réponse, vous pouvez la faire sur les autres masters, vous aurez exactement la même. OK. D'autres questions? On va déjeuner les uns les autres. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous vous remercions d'avoir participé nombreux, si je puis dire, à cette session. Encore une fois, voilà, pour des questions particulières, les adresses institutionnelles, vous nous écrivez et on vous répond toujours bien volontiers sur les questions. N'oubliez pas non plus le site de l'université, vous avez quand même tout un tas d'informations sur les maquettes, etc., etc. Donc, c'est aussi une source d'information. Et si je ne dis pas de bêtises, les étudiants, Sébastien, devrait passer aussi pour présenter normalement les… Oui, alors je ne sais pas du tout quel est le timing prévu, mais effectivement, vous avez l'opportunité de rencontrer des étudiants qui sont actuellement en Master 2 droit social pour échanger avec eux d'une manière, on le sait, un peu différente des rapports que vous pouvez avoir avec nous, c'est-à-dire nous décrire dans le chat sans allumer vos caméras. Je suis désolé, j'insiste, mais c'est quelque chose qui me rappelle de très mauvais souvenirs. Mais en tout cas, oui, les étudiants actuels vous recevront avec un très grand plaisir et vous donneront un peu un regard d'étudiant sur nos formations. Et vous verrez qu'ils ont aussi une approche aussi enthousiaste que la nôtre sur le master droit social. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Il faut être enthousiaste. Vive le droit social. Il y a des débouchés en droit social. Ne vous inquiétez pas. Attention. Il y a beaucoup là aussi de légendes qui circulent. Mais nous, on sait que ça marche. Donc, candidater au droit social, il y a des choses très intéressantes à faire. François Petit l'a dit tout à l'heure, c'est utile, c'est passionnant, c'est très diversifié aussi. C'est le travail, c'est la protection sociale. Donc, on peut s'éclater en droit social. Merci à toutes et à tous et à bientôt peut-être pour certains d'entre vous. Merci aux collègues d'avoir été présents. Merci à toutes et à tous. Au revoir.